Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 10 mars 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Certaines drogues contaminées des opioïdes circulent sur le marché noir dans Portneuf et le CIUS de la capitale nationale rappelle les mesures préventives pour éviter les risques de surdose mortelle. Nous avons les commentaires de la Dr Anne-Frédérique Lambert-Style, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Alcoa de Deschambault inaugure son nouveau module électrique construit au coût de 63 millions de dollars et qui va améliorer la stabilité, l'efficacité et la production d'aluminium durable. La table agroalimentaire de Portneuf tenait son assemblée générale annuelle ce mercredi soir. Nous recevons la présidente du conseil d'administration, Anne-Sophie Paquette. L'exposition de photos des femmes inspirantes de Portneuf est à Rivière-à-Pierre depuis ce mardi 8 mars, Journée internationale des femmes. Nous avons un reportage à vous proposer. Et Charles Laviolette s'est intéressé cette semaine au logement dans Portneuf. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, des changements sont apportés concernant les mesures sanitaires que doivent respecter les personnes en contact direct avec un cas de COVID-19. Ainsi, une personne identifiée comme un contact direct ne sera plus obligée de s'isoler. C'est ce qu'a indiqué le directeur national de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, en conférence de presse ce matin à Montréal. Les personnes qui vivaient avec une personne infectée par la COVID-19 devaient jusqu'à maintenant s'isoler à leur domicile pendant 5 jours, mais à partir de ce samedi, il ne sera plus nécessaire de rester chez soi, a expliqué le Dr Boileau, ajoutant que ces personnes devront toutefois prendre des mesures pour protéger les autres. Les 125 députés du Québec pourront retourner travailler à l'Assemblée nationale la semaine prochaine à compter du 15 mars. Ceux-ci devront continuer à porter le masque, sauf lorsqu'ils prennent la parole. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, avait de bonnes nouvelles pour les élèves du secondaire. Il a annoncé que les bals de finissants seront permis cette année. Pour la population en général, à partir de ce samedi, tous les lieux publics du Québec pourront être accessibles à leur pleine capacité d'accueil. De plus, il n'y aura aucune limite de capacité par table dans les restaurants, les bars, les tavernes et les casinos. Et ces établissements pourront aussi tous revenir à leurs heures normales d'activité. Les activités de danse et de karaoké seront de nouveau permises à compter de samedi. Il ne sera plus nécessaire de présenter le passeport vaccinal pour accéder aux lieux qui étaient visés par cette mesure. Les dirigeants de l'aluminerie Alcoa de Deschambault et les employés ont souligné cette semaine la fin des travaux et inauguré le nouveau module électrique qui va améliorer la stabilité, l'efficacité et la production d'aluminium durable. Ce projet en cours depuis plusieurs années aura nécessité des investissements de 63 millions de dollars, dont 10 millions du gouvernement fédéral qui a été annoncé en 2019. Le troisième transformateur électrique et ses composantes fourniront
fourniront un plus grand tempérage aux cuves d'électrolyse tout en maintenant sa conformité environnementale. Écoutons le directeur général de l'aluminerie à Deschambault, Pascal Rochette. Sur une note un peu plus technique, là, notre projet, qu'est-ce qu'il fait? C'est il y a 3 pièces maîtresses là, qui forment ce projet-là d'augmentation d'ampérage. D'abord, il y a le transformateur électrique qu'on va avoir la chance d'aller voir tantôt dans la sous-station. Il y a évidemment l'amélioration des centres de traitement des gaz qui nous permettent de maintenir l'intensité des émissions au même niveau malgré une hausse de production. Puis le dernier point majeur de ce projet-là, c'est la modernisation de nos équipements électriques, mécaniques qui nous permettent là, de pousser la production à un autre niveau avec les équipements existants. Les dirigeants et employés ont procédé à la connexion électrique symbolique et le prochain défi sera d'atteindre les 405 000 ampères. Écoutons à nouveau M. Rochette. Parce que le projet, aujourd'hui, on inaugure des équipements, mais là, maintenant, il nous reste à faire la montée d'ampérage jusqu'à l'atteinte du 405 000 ampères, qui est quand même un bel objectif. C'est pas encore fait, mais avec l'équipe qu'on a, je suis convaincu qu'on va y arriver. M. Rochette a profité de la présence du vice-président exécutif et directeur des opérations d'Alcoa Corporation, John Sliven, pour reconnaître la persévérance des employés à l'atteinte de cet objectif. On l'écoute. Fait que maintenant que vous connaissez un peu plus les détails techniques du projet, on revient sur les gens qui ont fait la différence. John a dit que le projet a débuté en 2019. Moi, je voudrais dire qu'il a débuté beaucoup plus longtemps avant ça. Les premières idées, les premiers brouillons d'un projet d'augmentation d'ampérage, ça date de plus de presque 10 ans. Donc, le mot qui me vient en tête quand on parle de projet d'augmentation d'ampérage à Deschambault, moi, c'est persévérance. On a su mettre notre travail d'équipe, notre persévérance à l'honneur. On n'a jamais abandonné. On a toujours montré que ce projet-là était bon pour l'usine. Ça fait qu'aujourd'hui, on est dans le meilleur des moments, c'est-à-dire qu'on le concrétise, on le souligne, on l'inaugure. Ça fait que bravo, puis merci à tous là, pour cette grande persévérance. Maintenant, L'aluminerie de Deschambault compte sur une équipe de plus de 450 personnes, produisant quelques 287 000 tonnes métriques d'aluminium par année et abrite aussi le centre d'excellence des alumineries d'Alcoa. La région de Portneuf n'est pas à l'abri de la crise des opioïdes que l'on entend parler un peu partout au Québec et même au Canada. La santé publique du CIUS de la capitale nationale souhaite sensibiliser les citoyens de Portneuf sur des drogues contaminées que l'on retrouve sur le marché noir et les mesures préventives pour éviter les risques de surdose qui y sont associés. La docteure Anne-Frédérique Lambert-Sleit est médecin spécialisé en santé publique et médecine préventive. On souhaite informer la population de Portneuf puis l'inviter à être très vigilant puisqu'il y a différents comprimés contaminés là, par des opioïdes puissants qui seraient en circulation depuis un certain temps sur le territoire puis là, en vente sur le marché noir. On souhaite faire connaître les stratégies de prévention puis les ressources disponibles aussi là, pour éviter les surdoses puis les autres méfaits qui peuvent être liés à la consommation là, de certaines drogues, notamment là, les opioïdes, puis plus particulièrement là, les personnes qui peuvent s'injecter ces drogues-là. Au niveau de l'état de situation, en fait, là, il y a différents comprimés qui sont contaminés avec des opioïdes puissants comparables au fentanyl, ce qui rend leur consommation, en fait, là, dangereuse, puis qui peut susciter des surdoses qui sont mortelles ou non mortelles. Des comprimés contaminés ont donc été saisis dans Portneuf qui peuvent être dangereux en surdose. Des conseils de prévention sont de mise, dont l'analoxone, que l'on retrouve dans les établissements de santé de Portneuf. Écoutons à nouveau la docteure Lambert-Sleit. D'abord, il est fortement recommandé là, pour les consommateurs d'avoir en leur possession de l'analoxone, qui est l'antidote, en fait, contre les surdoses d'opioïdes. Cet antidote-là est disponible à tous. C'est gratuit, puis disponible à différents endroits là, dans Portneuf, donc dans toutes les pharmacies communautaires, aux urgences de l'hôpital régional de Portneuf, puis au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis en appelant l'unité mobile là, de la coop Salsa, puis l'unité mobile aussi là, de l'organisme communautaire Point de repère qui se déplace dans Portneuf. La santé publique compte 8 signalements volontaires de personnes qui ont subi une surdose d'opioïdes en 2021 dans Portneuf, mais aucun décès.
Selon la santé publique, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les signalements volontaires demeurent quand même assez rares. Dans la capitale nationale, on compte 413 surdoses non mortelles d'opioïdes en 2021. Les inquiétudes de la santé publique proviennent en bonne partie de 2 saisies de la Sûreté du Québec effectuées en 2021 dans Port-Neuf et où on retrouvait plusieurs pilules de synthèse contaminées et plus puissantes. On a eu 2 saisies là, effectuées par la SQ dans la dernière année, où est-ce qu'il y avait des substances contaminées, là, comme je vous ai mentionné, donc des opioïdes contaminés avec du protonitazène, l'isotonitazène. Puis nous, sur le terrain aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des consommateurs, puis moi, je suis à la direction de santé publique, mais je suis aussi clinicienne, donc je traite les gens qui ont des dépendances aux opioïdes. Puis ce qu'on voit, c'est des gens de Port-Neuf qui viennent consulter, puis qu'ils sont difficilement traitables. Il faut qu'on leur donne des grosses doses de médicaments. Puis on se disait, mon Dieu, est-ce qu'il se passe quelque chose? Puis finalement, on voit qu'il y a des drogues contaminées. Fait qu'on se dit, il y a beaucoup de gens qui consomment puis des substances probablement plus fortes que ce qu'on voit habituellement. Fait que c'est des signes cliniques qui sont encore difficilement objectivables là, par des chiffres, mais tu sais, on voit par les intervenants sur le terrain, parce que la SQ nous mentionne, par les signalements qu'on a qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que de là, un peu la sensibilisation qu'on veut faire là, ce matin. En guise de prévention, on suggère d'éviter de consommer seul et de ne pas consommer au même moment avec plusieurs personnes. Si l'on consomme seul, aviser un ami ou un proche qui pourra intervenir en cas de besoin et aussi de garder le contact. Éviter de consommer plusieurs substances en même temps, diminuer la dose pour voir l'effet ou faire une dose d'essai. Appeler le 911 en cas de surdose. Aussi, disons qu'il y a différents programmes d'aide et de traitement qui existent actuellement pour s'attaquer à la forte dépendance causée par ces substances. Le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Port-Neuf accepte difficilement la décision du DRMG, c'est le département régional de médecine générale, de refuser une demande de dérogation pour favoriser l'arrivée d'une future médecin qui souhaite débuter sa pratique à Saint-Marc-des-Carrières. Selon le plan des effectifs médicaux, Port-Neuf a droit en 2022 à un médecin de retour de région et un nouveau facturant. Écoutons le maire de Saint-Marc-des-Carrières et porte-parole du centre médical, Marion Leclerc, lors du dernier conseil de ville. En 2022, 2 nouveaux médecins, un MIR et un nouveau facturant, sont accordés dans le nord et l'ouest de Port-Neuf. Après l'évaluation du comité de sélection du DRMG, Direction régionale des médecins généralistes, le poste de nouveau facturant a été attribué à un médecin qui, après avoir mentionné son intérêt pour les 2 centres médicaux, et même peut-être faire les 2 centres, a choisi Saint-Raymond seulement. Au moment de la demande faite en fin février, aucun médecin n'avait postulé sur le poste de MIR. Il y a eu une future médecin qui avait mentionné et démontré son vif intérêt à venir pratiquer au centre médical et professionnel de l'Ouest de Port-Neuf et qui avait fait du CMPOP son premier choix de pratique, en la personne de la future docteure, Mme Lauriane Sans-Façon, mais qui n'a malheureusement pas été retenue comme nouvelle facturante. Alors, considérant que la docteure Lauriane Sans-Façon nous a manifesté sa ferme intention de pratiquer dans l'Ouest de Port-Neuf, une demande de dérogation a été faite aux instances décisionnelles ayant comme objet de transformer le poste de MIR, un médecin interrégion en 2022, en un nouveau facturant et d'accorder ce poste au docteur Lauriane Sans-Façon. Nous avons reçu l'appui de tous les maires de la MRC de Port-Neuf pour cette demande et je tiens à les remercier. Malheureusement, au cours des derniers jours, le poste de MIR a été comblé pour Saint-Raymond, un médecin qui n'a pas montré aucun intérêt pour le CMPOP, puisqu'il n'est même pas venu visiter le centre médical. Alors, quand on me dit que c'est en rapport avec l'attrait du centre médical et professionnel de Port-Neuf, permettez-moi d'en douter. De plus, Marion Leclerc demande à certains citoyens de garder une certaine politesse envers les employés du centre médical.
La pandémie a et affecte la santé mentale de la population, et ça, c'est bien prouvé. Par conséquent, certaines personnes ont le civisme très loin dans leurs priorités. Vous avez des personnes qui répondent à vos demandes par téléphone au centre médical. Je vous demande donc d'être courtois dans vos demandes et un minimum de politesse. Ces personnes font l'impossible pour vous satisfaire et un minimum de respect vous est donc demandé dans vos requêtes. Merci. Le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf à Saint-Marc-des-Carrières dessert une population de 13 300 personnes réparties dans 8 municipalités. On compte un médecin à temps plein, 2 autres à temps partiel, en plus des professionnels dont les IPS, les infirmiers et infirmières spécialisés. Quelques 400 citoyens et la ville de Pont-Rouge ont érigé une école secondaire en neige ce samedi dernier sur le site extérieur du centre récréatif Joël Junot pour souligner l'importance d'une école secondaire à Pont-Rouge à court terme. Sur place, le maire de Pont-Rouge, Mario Dupont, a rappelé le besoin important à combler dans l'offre de services scolaires à Pont-Rouge, mais aussi pour tout l'est de la région de Portneuf. L'automne dernier, le comité de citoyens Mon École chez moi avait amassé plus de 3 000 signatures et la pétition avait été déposée à l'Assemblée nationale par le député de Portneuf, Vincent Caron. Le Centre de services scolaires de Portneuf a déposé le 29 octobre 2021 une demande au ministère pour la construction d'une école secondaire neuve à Pont-Rouge. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé ce jeudi avant-midi à Saint-Casimir et devant les maires concernés une aide financière de 4 065 207 $ à 6 municipalités de Portneuf pour les soutenir dans l'amélioration de leur réseau routier local. Le financement provient du programme d'aide à la voirie locale. Ainsi, des travaux seront réalisés sur la côte du Quai à Cap-Santé pour un budget de 230 000 $, le chemin des Ancêtres à Deschambault-Grondines pour un budget de 125 500 $, les rues Genet, Corriveau et Julien à Saint-Basile pour un budget d'1 571 650 $, le chemin de l'île Grand-Bois pour un budget de 196 400 à Saint-Casimir, le chemin de la Traverse du côté de Saint-Raymond avec un budget de 1 490 600 et à Saint-Ubalde, des travaux sont prévus dans les rangs Saint-Denis et aussi Saint-Joseph pour un budget de 450 450 $. À Sainte-Brigitte de Laval, Mme France Fortier a été élue par acclamation au poste de mairesse suite à la période de dépôt des déclarations de candidature qui se terminait vendredi dernier. Mme Fortier est la femme du défunt maire Alain Dufresne, décédé moins de 3 mois après son élection au mois de novembre 2021. Un scrutin est nécessaire maintenant dans le district 4 uniquement. 2 citoyens se sont portés candidats, M. Simon-Pierre Allen et M. Mathieu Thomasin. Le vote se tiendra le dimanche 10 avril. Charles Laviolette s'est intéressé cette semaine au logement dans Portneuf. Écoutons sa capsule Paul et Sophie. On y reviendra bien entendu. Le service de la sécurité publique de Shannon et les autorités de la base Valcartier rappellent à la population civile qu'il est non seulement dangereux d'accéder à des zones de manœuvre militaires, mais que l'accès est interdit. Depuis plusieurs années, des citoyens accèdent régulièrement au secteur d'entraînement de la base Valcartier, principalement par la clôture située au sud-est de Shannon. Les services de la sécurité publique observent une recrudescence de ces accès non autorisés au cours des derniers mois. Les emplacements qui sont particulièrement concernés longent le boulevard Jacques-Cartier ainsi que les rues des Mélèzes et des Cerisiers. Des bris ont été remarqués à la clôture, identifiés au ministère de la Défense nationale.
La base de soutien de la 2e division du Canada à Valcartier change sa manière de présenter l'information sur les bruits des secteurs d'entraînement de la base militaire. À compter de ce mois-ci, l'information est livrée d'une façon visuelle seulement qui permet de voir rapidement la nature et la force du bruit causé par les manœuvres d'entraînement prévues. Les détonations les plus fortes au mois de mars seront entendues les samedis et dimanches 12 et 13 mars prochains. Hydro-Québec rappelle qu'on ne doit jamais tenter d'élaguer ou de couper soi-même un arbre qui se trouve près des lignes électriques. En 2022, des travaux d'arboriculture seront réalisés dans différents secteurs de la MRC de Portneuf, dont Neuville. Le calendrier jusqu'en 2023 est disponible sur le site Internet d'Hydro-Québec. Les professionnels dégageront les fils et s'assureront de maintenir la végétation à une distance sécuritaire. Le travail de dégagement des fils se fait d'une façon cyclique. Le calendrier des travaux peut changer sans préavis en raison de la météo ou à la suite d'événements climatiques. Environ 40 des pannes d'électricité au Québec sont causées par la chute de branches ou d'arbres sur les fils électriques. Chaque année, environ 20 des 110 000 km du réseau sont élagués et des dizaines de milliers d'arbres dangereux sont prélevés. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf invite les petites et moyennes entreprises de la région de Portneuf à réserver des trousses de tests rapides de la COVID. Les 15 000 premiers tests arrivent cette semaine à Pont-Rouge. Les trousses de dépistage de la COVID-19 sont fournies par les gouvernements du Québec et du Canada sans frais pour les entreprises. Les PME et la MRC de Portneuf, c'est-à-dire les PME de la MRC de Portneuf de 200 employés et moins, peuvent se connecter à portneufest.com pour commander un approvisionnement en utilisant le formulaire. Un rendez-vous sera fixé pour prendre possession des trousses dans les bureaux de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf qui se trouve sur la rue du Pont à Place Saint-Louis au local 328. La Ville de Pont-Rouge accepte de mettre les locaux d'entreposage à la disposition de la Chambre de commerce dès que les tests arriveront. Chaque personne testée pourra déclarer son résultat sur la plateforme de déclaration du résultat d'un test rapide. Si un dépistage donne un résultat positif pour la COVID-19, l'employé devra quitter le lieu de travail et suivre maintenant les nouvelles recommandations de la santé publique. Steve Mascotte, propriétaire du centre de pêche Mascotte et Fils à Sainte-Anne-de-la-Pérade, sera candidat à l'investiture pour le Parti conservateur du Québec dans le comté de Champlain en vue des élections générales du 3 octobre. C'est le chef du parti, Éric Duhem, qui a présenté cette semaine son candidat. Steve Mascotte est aussi président et porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la Rivière-Sainte-Anne depuis une dizaine d'années et copropriétaire des Boissons du Roi. Le siège de député de Champlain à l'Assemblée nationale est occupé actuellement par Sonia Lebel de la coalition Avenir Québec. Près de 75 000 $ ont été distribués par la Fondation Santé Portneuf dans les centres d'hébergement de la région durant les derniers mois. Ces dons permettent d'améliorer les milieux de vie des résidents et contrer les pertes cognitives provoquées par la pandémie. Des remerciements ont été acheminés à la Fondation pour avoir choisi d'encourager le volet loisirs dans les centres d'hébergement. Grâce aux dons, les résidents ont pu bénéficier de nouveaux matériels qui facilitent le travail des intervenants en loisirs. Plusieurs activités sensorielles se réalisent autour de la cuisine avec les résidents. De plus, la dernière campagne de Noël leur a permis d'amasser 57 000 $, un nouveau record depuis le début de cette campagne annuelle en 2008. Près de 9 500 $ ont été dirigés par le Fonds soins palliatifs à domicile. Créé en 2018 par le Dr Pierre Vien avec un don personnel de 10 000 $, le Fonds soins palliatifs à domicile vient en aide aux personnes en fin de vie qui souhaitent demeurer à la maison auprès des leurs et ce le plus longtemps possible. Les dons servent notamment à fournir les équipements médicaux nécessaires au confort, au bien-être et à la qualité de vie des patients ainsi qu'à supporter les familles dans leur rôle d'aidants naturels.
La ville de Saint-Raymond annonce le retour de la fête au sucre au centre-ville le samedi 2 avril prochain sur la place de l'église. Tir d'érable, dégustation et amusement public seront de la fête entre 13 et 17 heures. La ville offrira une dégustation de tir gratuite aux 1000 premières personnes qui se présenteront sur le site. Les producteurs acéricoles de l'érablière de la Chute à l'Ours, l'érablière Paquette et Fils et l'érablière Vallée-Bras-du-Nord proposeront leurs produits. Place de l'église sera animée en permanence pour le plaisir des petits et grands. Fermette mobile, tour de calèche gratuit, structure gonflable, Jimmy Stratosphère avec ses ballons et ses tours de magie et de l'animation musicale sont au programme. La ville de Saint-Raymond prévoit annoncer d'autres événements populaires dans les prochaines semaines. L'équipe de la Route des Arts et Saveurs de Portneuf invite les artisans, producteurs et transformateurs de la MRC de Portneuf à s'inscrire avant le 25 mars pour participer à l'édition 2022. La Route des Arts et Saveurs est ouverte uniquement aux commerces situés sur le territoire de la MRC de Portneuf. Les commerces doivent pouvoir recevoir 3 à 4 personnes de plus pour créer des mini-marchés. La Route des Arts et Saveurs de Portneuf a été créée en 2014 et permet au public à la mi-septembre, pendant une fin de semaine, de visiter et rencontrer les artistes, artisans, producteurs et transformateurs dans leur milieu de vie et de création. En raison des mesures sanitaires, l'édition 2021 proposait une visite à la carte des membres de la Route Arts et Saveurs de Portneuf. Est-ce que le reportage de notre ami Charles est disponible? Alors, on passe à une pause et on revient avec une entrevue avec Anne-Sophie Paquette. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. Hey, j'ai trouvé ça à SAQ. Cidre de pomme fait par des bleuets. Ça, c'est Keb, là. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement cultivés ici d'Origine Québec. SAQ, le goût de partager. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. La table de concertation agroalimentaire de Portneuf tenait son assemblée générale annuelle ce mercredi soir, 9 mars, d'une façon virtuelle. La population en général et les acteurs du secteur agroalimentaire étaient invités à y assister. En plus des états financiers et du rapport d'activité 2021, les administrateurs ont dressé un bilan du concept Portneuf Culture de saveur qui existe maintenant depuis plus de 10 ans. Une présentation de la travailleuse de rang Myriam Lachance a été aussi prévue à l'horaire. Alors, pour les détails, on reçoit en studio la présidente de l'organisation, Anne-Sophie Paquette. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir. Merci de votre présence en studio. Ça me fait plaisir. Ah oui, Anne-Sophie, bonne assemblée générale, productive hier soir. Vous êtes contente, en fait, de... Oui, une très belle assemblée, oui. Malgré que c'était en virtuel, je pense que ça a quand même des avantages dans le sens qu'on peut quand même rejoindre, je dirais, des producteurs qui, bon, avec le soin des animaux, tout ça, ne peuvent pas nécessairement se déplacer en présentiel. Donc, on avait quand même une bonne assemblée cette année. On était très contents. Puis, avec beaucoup d'intervenants du milieu. Donc, ça a été des super beaux échanges, autant producteurs, agrotransformateurs et intervenants. Donc, on était très satisfaits. OK. Est-ce que c'est une formule qu'on peut garder, ça, vous autres, mettons, à la table de concert agroalimentaire? Autant on peut utiliser les deux à cette heure, autant le virtuel que le présentiel? Oui, en fait, nous, c'est vraiment dans cette idée-là qu'on va continuer la prochaine année, c'est-à-dire de garder certaines rencontres au virtuel pour faciliter un peu l'accessibilité, je dirais, de nos rencontres. Mais c'est sûr que l'AGA, on aimerait beaucoup la tenir en présentiel dans les prochaines années pour... Ça a quand même un effet rassembleur. On est content de se voir. Par exemple, on est des producteurs qui ont quand même il y a de très belles relations entre les producteurs et agrotransformateurs. On est contents. C'est des amis, en fait, qu'on se rencontre. Donc, c'est vraiment... Ça nous permet... En fait, cette rencontre-là est une occasion de se voir. Bien entendu.
Rappelons la mission, en fait, de la table agroalimentaire de Portneuf. C'est vraiment de réunir le plus de producteurs possible, transformateurs. Oui, c'est sûr de réunir le plus possible, mais aussi de mettre de l'avant la qualité, la diversité de l'agriculture qu'on a à Portneuf, qu'on a vraiment... On n'a rien à envier à d'autres régions. En fait, on est vraiment super complet comme région agricole. Puis en fait, on doit être fiers de notre cœur agricole, je dirais, parce qu'en fait, on est la région en capitale nationale la plus agricole. Donc, il faut le mettre de l'avant, puis le rendre accessible, justement, aux citoyens, puis de montrer qu'on est fiers, puis qui est derrière les produits, puis que ce soit facile pour eux de retrouver les produits de Portneuf, justement, dans leur tablette. On retrouve qui autour de la table actuellement, à peu près? Au sein du conseil? Au sein du conseil d'administration, oui. C'est vraiment diversifié. On a autant des membres qui sont nommés par l'Union des producteurs agricoles. Donc, on a certains membres qui sont pas nécessairement des producteurs qui font de la transformation. Donc, on a un producteur laitier. On a aussi des restaurateurs, des gens qui ont des établissements, par exemple, ça pourrait être simplement un commerce de vente. Donc, on a vraiment on a presque la parité, donc on est super contents. C'est vraiment très bien représenté, autant des jeunes que des moins jeunes, de la relève, des démarrages. Donc, vraiment un beau mélange. Est-ce que vous avez plusieurs membres? Les gens peuvent être membres, en fait, de la table. Oui. En fait, on a des membres Portneuf Culture de Saveur. Les membres, on est rendu, si je ne me trompe pas, à 54 membres cette année. Lorsque ça a commencé, c'était 8 membres, si je ne me trompe pas. Donc, ça a quand même beaucoup évolué. Puis, on a aussi maintenant la catégorie Fiers partenaires qui nous permet aussi d'accueillir des entreprises qui veulent avoir des produits portneuvois et les mettre de l'avant dans leur restaurant, dans leur commerce, tout ça. Donc, c'est vraiment 2 volets qui ont grandi maintenant et qui sont accessibles en faisant partie de Portneuf Culture de Saveur. Vous êtes présidente, c'est votre deuxième année, hein? Si je suis réélue, ce sera ma 2e année, oui. C'est quand? Ça va être au courant du mois de mars. L'élection n'est pas encore... Je sais que je vais être administratrice, mais officiellement, mon poste de présidente est à confirmer. Qu'est-ce que vous retenez davantage de l'année 2021, justement, de la table agroalimentaire? Je pense que nos producteurs et agrotransformateurs ont fait preuve d'énormément de créativité, de résilience et d'adaptation dans tout ça, comme dans tous les domaines, en fait. Puis je pense qu'on a eu une force de groupe qui a été très belle à voir au courant de la dernière année. Les producteurs se sont soutenus, se sont serrés les coudes pour, justement, ceux qui étaient peut-être dans des productions un petit peu plus difficiles, de s'entraider puis justement de passer au travers de tout ça. Donc, c'est une année qui a été très chargée malgré tout. On a eu plein de projets, plein de belles opportunités. Donc, je pense que ça montre beaucoup la persévérance, en fait, puis la solidarité des membres de Portneuf Culture de Saveur. Oui. Plusieurs ont reçu, en tout cas de l'aide quand même, aussi de la MRC. Je pense que vous avez fait un bilan lors de l'Assemblée générale. Oui, il y avait quelqu'un à la MRC qui était là pour nous faire un bilan. Puis c'était impressionnant de voir le nombre. Si je ne me trompe pas, c'était 47 entreprises agroalimentaires qui avaient été aidées par la MRC de Portneuf. Donc, honnêtement, ça a été une très belle année, en fait. Une belle année. Oui et non, dans le sens qu'il y a eu des aides de COVID, mais je pense que malgré tout, on s'en sort bien. On s'en sort bien, puis on a eu la chance que la MRC de Portneuf est très, je dirais, très proche de ces entreprises, puis on est dans un milieu quand même qu'on est entouré par la MRC, puis il y a des gens qui sont là pour justement favoriser le développement de nos entreprises. Oui. Quels sont, en fait, les principaux défis qu'il fallait relever en 2021? C'était vraiment la pandémie? C'était le manque de personnel? Oui, je pense vraiment le manque de personnel, c'est criant partout parce que, personnellement, je parle quand même à beaucoup de producteurs, puis c'est ce qui revenait souvent. J'en ai des projets, j'ai la tête pleine d'idées, mais je ne veux pas les mettre en exécution parce que je sais que je n'aurai pas le personnel. Puis je pense que, aussi même pour le mental, aussi pour les propriétaires, ça vient très lourd parce qu'on fait de plus en plus d'heures, puis je dirais qu'on éponge un peu partout les manques. Puis ça fait que ça vient difficile mentalement, d'où la présence de la travailleuse de rang. Oui, c'est ça exactement. Myriam, qui va venir à un moment donné, justement. On lui a demandé ce soir, mais elle ne pouvait pas. Mais effectivement, elle a fait aussi une petite présentation lors de l'Assemblée. Oui, donc c'est ça. C'est une nouvelle ressource qui s'est ajoutée au courant de l'année 2021, qui était d'ailleurs super... pertinente, surtout avec quand même, je pense même en ce moment, avec la flambée des prix d'un peu partout dans les secteurs, mais en particulier dans les grains, dans les engrais, ça va être vraiment des
une année très difficile pour les producteurs. Donc, je pense que c'est pertinent, justement, de savoir que cette ressource-là existe. Puis même si on n'est pas au bout du rouleau, juste dire comment ça va. La prévention. La prévention, là, c'est essentiel. Puis dans le domaine agricole, veux pas, c'est un secteur un petit peu plus où il y a certains producteurs qui sont peut-être un petit peu plus isolés, dans un sens. Puis c'est vraiment super important. Puis dans un sens, c'est un peu le devoir aussi de la table pas juste de chapeauter Portneuf Culture Saveur, mais c'est toutes sortes de dossiers. Soutenir, en fait, l'ensemble des producteurs, transformateurs de la région. Il y a aussi de nouvelles entreprises qui ont été créées, même l'an passé. Oui, quand même. Puis on a beaucoup de jeunes en démarrage dans le maraîcher, donc ça va être vraiment... Bien, comme vous, votre sœur aussi, dans Neuville. Oui, bien nous, c'est notre 3e année. Ouais. Donc on commence à être... Oui, c'est quand même jeune quand même, là, complètement. Oui, mais je pense que c'est ce qui est beau, en fait, de voir autant que des très belles entreprises dans Portneuf qui sont en pleine expansion, qui nous représentent fièrement partout en capitale-nationale, qui ont une belle renommée, mais aussi des jeunes qui se lancent et qui ont l'audace de dire « Oui, je me lance en agriculture, je me lance en agro-transformation. » Donc, c'est un super beau... je dirais que Portneuf, c'est vraiment une marmite en ébullition pour l'agroalimentaire, puis c'est beau à voir. Oui. Parlons des défis d'avenir maintenant. Comment on voit cette année, justement? Est-ce que des projets en vue? Comment on voit les prochains mois, prochaines? Oui. Bien, on a beaucoup de projets qui sont quand même la suite de 2021. C'est-à-dire qu'en 2021, on avait lancé, par exemple, la Virée Enracinée, qui était un projet partenariat entre les restaurateurs, pour faire le lien entre les restaurateurs et les producteurs. Donc ça va se poursuivre cet été. C'est sûr qu'on continue de s'impliquer avec les marchés publics. Ça va être encore super important cet été. Je pense que l'achat local est en plein essor, puis les gens veulent acheter local, donc il faut juste faire connaître les endroits qui sont disponibles. On va avoir aussi plein de projets, tout ce qui est, je dirais, un peu sensibilisation avec la travailleuse de rang, mais aussi... on continue plein de projets en partenariat avec l'UPA, des études de marché, voir en fait quels sont les besoins des producteurs. Puis aussi, on est en train de continuer à développer l'image de marque de Portneuf Culture Saveur et de la rendre attrayante pour les nouveaux membres. Et justement, Culture de Saveur, ça existe déjà depuis plus de 10 ans. Je me souviens du début, en fait, de ce concept, en fait. Ça va bien? Vous êtes content de l'évolution de ce projet-là, justement? Oui, bien d'ailleurs, c'est sûr que moi, j'étais pas là au tout début, mais j'ai quand même beaucoup parlé avec Manon Brazeau, qui était l'ancienne présidente, qui est encore administratrice sur la table. Puis, il partait avec une idée qui disait folle de mettre de l'avant les produits portneuvois. Puis, à la base, il ne savait pas nécessairement trop à quoi s'attendre, puis il ne s'attendait pas du tout à avoir ce succès-là. Aujourd'hui, en fait, c'est plus du démarchage pour aller chercher des entreprises, c'est les entreprises qui veulent être membres, qui appellent pour être membres Portneuf Culture Saveur. Donc, d'avoir une certaine notoriété, honnêtement, je pense que tout le monde est satisfait du résultat, puis de la croissance, puis même la table. En fait, les administrateurs sur la table sont super dynamiques, c'est une belle équipe, donc c'est sûr que c'est plaisant d'avoir des projets qui justement, ont un terme et qu'on voit grandir. Qui évolue bien, en fait. Oui. Est-ce que de plus en plus de restaurants utilisent des produits portneuvois? Est-ce que de plus en plus d'épiciers je pense que oui. Honnêtement, je pense que la place des produits portneuvois sur les tablettes d'épicerie et sur les restaurants, je pense qu'elle est de plus en plus grande. Puis je pense qu'il faut travailler pour dire c'est pas si compliqué que ça d'avoir des produits locaux. C'est-à-dire que c'est possible de prendre l'entente avec un producteur, puis il y a des producteurs qui ont des assez bons volumes pour distribuer dans des grandes chaînes ou dans des restaurants. Donc, il faut juste, je dirais, c'est un peu le but de la Virée Enracinée dans le fait de rendre un peu cette occasion-là possible, puis d'entamer les discussions, puis ensuite, justement, de montrer aux restaurateurs, oui, c'est possible. Regardez, vous l'avez fait avec un plat à la Virée Enracinée, mais pourquoi pas le faire sur un plat dans votre menu en tout temps? Donc, je pense que de plus en plus, puis les producteurs et les restaurateurs sont très fiers, je pense, d'avoir une association comme ça, puis d'avoir son nom, par exemple, dans un restaurant connu, mais dire... Wow, c'est ma viande qui est au menu, donc je pense que oui. Vous poursuivez en fait là, cette démarche-là de... Oui, ça va être encore tout le mois de juillet et août. OK. Est-ce qu'il y a de la place encore pour d'autres membres, d'autres producteurs, d'autres... Oui. Bien oui, certainement. Je pense que c'est la force du nombre aussi. On est content d'avoir des nouveaux membres puis qui nous apportent une nouvelle vision, des nouvelles choses. Justement, comme je disais, notre siège est super représentatif autant de la relève qu'un peu plus les cédants. Il y a de toutes sortes. Mais c'est beau de voir les nouveaux défis, puis ils n'ont pas les mêmes réalités
En démarrage, on n'a pas les mêmes réalités, puis on a beaucoup de problèmes en agricole avec les assurances. Les nouvelles entreprises, c'est vraiment un enjeu. Donc, c'est de la sensibilisation, de dire, ben, regardez, ça, c'est ma réalité. La réalité de commencer un marché public, c'est quoi? D'être nouveau dans un marché public, tandis que ceux que ça fait 10 ans qu'ils sont là, ben, ils n'ont plus la même réalité d'un marché public. Donc, ça fait vraiment un beau mélange, puis on est super content d'avoir des nouveaux membres. Puis, chaque entreprise est différente, a ses couleurs, est propre, justement, aux producteurs qui met tout ça en œuvre. Donc, ça nous prend des nouveaux membres. C'est sûr. Est-ce que les marchés publics, est-ce que ça va changer l'été prochain, les marchés publics? Est-ce qu'ils s'en ajoutent ou... savez-vous? D'après ce qu'on sait, il va y avoir encore les 4 mêmes marchés publics dans Portneuf. Ces 4 marchés publics, encore une fois, qui sont totalement différents, qui ont des personnalités différentes. Donc, chacun a sa place et font justement de la place à plusieurs producteurs parce que veut pas, ben on peut pas tous être les mêmes producteurs en même temps au même endroit, donc ça fait vraiment une belle diversité. Puis je pense qu'on peut être fiers de nos marchés portneuvois qui sont vraiment en plein développement, puis qui offrent une très belle diversité autant dans... Bien, en fait, qui sont quand même complets, je dirais. Là. On a des produits laitiers, on a des légumes, de la viande, du pain. Donc, c'est vraiment... je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Très diversifié. Sécurité alimentaire, ça vous préoccupe aussi? Vous avez... Bien sûr. Ça avance aussi? Ça évolue bien, là, Oui. Honnêtement, je pense que... Bien, une chose dont je suis quand même très fière, c'est... en fait, c'est pas du tout de mon ressort. C'est pas... Je me donne pas les fleurs de ce projet-là, mais on a quand même un administrateur, Bruno Piché. En fait, le vice-président de la table, Bruno Piché, est très impliqué au niveau de la sécurité alimentaire. Puis d'ailleurs, on a beaucoup, avec Mme Sylvie Germain, travaillé pour... sensibiliser les producteurs à donner leurs denrées, surtout pour les maraîchers, par exemple, à la fin d'un marché public, par exemple, il y a toujours des invendus. Donc, d'aller donner ces produits-là, puis il y a beaucoup de producteurs qui ont embarqué dans tout ça. Maintenant, ce qui reste encore plus mettre en valeur, c'est d'utiliser à pleine capacité ces produits-là pour ne pas avoir de pertes. Mais je pense qu'on est vraiment en bonne voie, puis ça va être dans cette optique-là au courant de la prochaine année. OK. Peut-être en terminant, revenons sur notre sujet de la dernière fois qu'on s'est rencontrés avec votre sœur, présidente, en fait, du concours Ose entreprendre. Oui. Ça avance, là, dans le fond, on arrive pas loin de mars, c'est quoi, jusqu'au 15? Oui, on a jusqu'au 15 mars pour s'inscrire, donc... Est-ce que ça va bien? Bien, en fait, j'ai pas le nombre exact d'inscriptions, mais je sais qu'il y avait quand même plusieurs inscriptions, puis... on a vraiment hâte de voir ce qui va ressortir de tout ça. Puis justement, il y a encore temps de s'inscrire. Ben oui, c'est ça. Puis ça vaut la peine, honnêtement. Le réseau de contacts qu'on se développe grâce à ce concours-là est exceptionnel. Je l'ai déjà dit, mais d'ailleurs, moi, j'ai encore des gens que j'ai rencontrés au concours avec qui je fais affaire aujourd'hui puis qui m'ont aidé dans tout ça. Donc, inscrivez-vous. Bien sûr. Alors, Anne-Sophie Paquette, présidente de la table agroalimentaire de Portneuf, merci beaucoup. Merci. De cet entretien, puis bonne année agroalimentaire. Oui, c'est certain. Après la pause, d'autres nouvelles et on revient sur la Journée internationale des droits des femmes dans Portneuf. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. Un gin aux accents du Sud distillé sur la Côte-Nord. C'est donc bien exotique. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement distillés et préparés au Québec. SAQ, le goût de partager. Alors, écoutons maintenant la capsule de Charles Laviolette sur le logement dans Portneuf. Je m'appelle Annette Jobin, puis j'ai 94 ans. On trouvait ça dur de rester dans notre maison. J'étais seule avec mon garçon. Puis on s'est emmené ici quand ça a ouvert en 2014. Je suis de Saint-Basile.
Puis ici, ben, on est bien nourri, on est bien. Puis on n'est pas chanceux d'avoir ça parce que c'est pas une grosse population, 2500 à peu près ici à Saint-Basile. Mais on est chanceux d'avoir ça. T'as entendu que c'est pas, il n'y a pas 200 personnes ici, mais avec le HLM, ça leur permet de venir manger eux aussi s'ils veulent. Il y en a quelques-uns qui viennent manger ici. Oui. Bonjour. Moi, je suis Dany Hervé, je suis animatrice communautaire à l'Office municipal d'habitation depuis mars 2018. Bien, une animatrice communautaire, normalement, ça va animer les milieux de vie. Moi, depuis mon entrée, bien, j'ai fait beaucoup de choses, un peu d'animation communautaire, mais beaucoup d'autres choses. Mais tu sais, c'est un travail que j'adore, puis je prends soin d'eux autres, puis je veux qu'ils soient bien. Mais le CIUS, bien sûr qu'eux autres, si il se passe quelque chose, puis que moi, ben, je lève le drapeau rouge, ben oui, ils sont contents parce qu'on n'échappe pas à ce moment-là. Puis ici... Bonjour, mon nom est Lynne Junot. Je suis directrice générale de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf et d'offrir du logement subventionné, sécuritaire à la population habitant sur la MRC Port-Neuf, ayant un faible revenu. On a à peu près, ce sont un peu plus que 500 logements sur le territoire, oui. Notre mission, on devrait comme la bonifier là, au fil des années. Il y a beaucoup aussi de l'accompagnement aux locataires qui vivent des problématiques, soit de santé mentale, perte d'autonomie. Rapporter un événement ou rapporter une problématique que quelqu'un va vivre, bien, on peut le rapporter rapidement puis on est entendu rapidement. Ici, particulièrement, parce que c'est une RPA certifiée. On a bonifié notre service en ayant, dans le fond, des partenaires du milieu. Exemple, l'Arc-en-Ciel, qui offre des services en santé mentale. Exemple, Miripi, qui offre de l'aide au niveau de la violence conjugale. Salut. Sylvain! Sylvain Leclerc! C'est lui, mon garçon. Et puis Sylvain, il fait partie intégrante des locataires. Il rend même des services aux locataires. Beaucoup de services, oui. Ben, c'est notre plus jeune. Puis il fait beaucoup de... Il aide beaucoup à un puis à l'autre. On s'en va l'été, on s'en va dehors. On arrive des fois à une couple, là, puis d'un coup, on est rendu une dizaine, hein, puis on est entouré, bonjour. Ça passe le temps. On va dans les balançoires, puis on aime bien ça. Moi, j'aime bien ça, en tout cas. Est-ce que tous les logements sont pris? Là, on en a un disponible actuellement. Il va être à combler, mais actuellement, 19. On a 19 locataires sur une possibilité de 20. La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ont annoncé cette semaine plus de 9,5 millions pour 153 médias communautaires de toutes les régions du Québec. Les ministres Roy et Boulet qualifient d'historique l'investissement et de somme record pour les médias imprimés, radio, télévision et numérique à partir d'une bonification du plan de relance économique du milieu culturel. Une aide financière spéciale est aussi accordée aux organismes communautaires affectés par la crise sanitaire. Le gouvernement du Québec reconnaît l'apport essentiel des médias communautaires de proximité et vise à accroître l'offre de l'information locale et régionale à travers ces médias. La Fédération québécoise des municipalités invite ses 1020 municipalités locales et régionales membres à voter lors de leur prochaine réunion du conseil municipal une résolution d'urgence qui condamne l'invasion illégitime de l'Ukraine pour la Russie. L'Union des municipalités du Québec estime que les municipalités sont mobilisées et prêtes à accueillir les familles ukrainiennes qui fuient leur conflit armé qui sévit présentement dans leur pays. 14 villes membres de l'UMQ sont identifiées comme lieu de première installation pour accueillir des réfugiés, soit Montréal, Québec, Trois-Rivières, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, Granby, Victoriaville, Joliette, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Saint-Jérôme et Rimouski. Après Donnacona, l'exposition de photographie Femmes inspirantes de Port-Neuf se retrouve à Rivière-à-Pierre jusqu'au 9 avril à la salle municipale. L'inauguration se tenait ce mardi 8 mars lors de la Journée internationale des femmes. Écoutons le reportage d'Aubert Tremblay. C'est à Rivière-à-Pierre qu'a eu lieu la deuxième exposition de photographie du projet Femmes inspirantes de Port-Neuf.
Il y avait beaucoup de monde le jour du lancement. Il faut dire que c'était justement le jour de la femme, le 8 mars. Puis je trouvais que de venir dans une municipalité aussi belle, ça permettrait peut-être d'amener des gens jusqu'ici. Parce que c'est ça qui est difficile, de faire déplacer le monde. Hein? On est tout le temps maintenant, comment je pourrais dire, à pitonner. Puis là, on a l'impression d'avoir le monde au bout des doigts. Il y avait là les 2 députés, le préfet et quelques maires. L'événement a donné lieu à de touchants témoignages. Je voulais tellement retourner aux études. Finalement, j'ai réussi, je me suis battue. Après 1 an, j'ai réussi. Et je me souviens toujours, lors de mon inscription, il me disait que ça allait me prendre 3 ans à finir mon secondaire 5. J'ai dit non. Moi, je veux pas prendre 3 ans. Il faut que j'avance. Que ça m'a pris 1 an et demi. J'ai pris la moitié du temps. Je travaillais le soir chez moi pendant que ma fille dormait. J'étais monoparentale. J'avais personne. J'avais juste ma fille et moi. Donc, il fallait que je voulais lui montrer un modèle de femme inspirante, mais qui a de la volonté puis qui montrait que c'est possible de foncer, de travailler puis de réussir dans la vie. Donc, je suis ébéniste depuis 2006 et j'ai parti mon entreprise en 2010. J'ai fait de la restauration pour des musées. C'est vraiment c'est la carrière que je voulais et je suis très contente. Et je voulais dire à ma fille qui est présente présentement, je suis fière de toi. Puis je suis fière de moi parce que j'ai réussi à accomplir ce que je voulais faire d'elle, une grande fille travaillante. Et elle m'inspire beaucoup. Merci. Mais ce qui m'a surprise, c'est l'engagement. L'engagement, la ténacité, le courage, le dépassement, abattre les murs. C'est ça. C'est ce que j'ai appris avec ces femmes-là qui ont été généreuses d'une façon exceptionnelle. Le projet incite bien sûr à réfléchir sur la place des femmes, notamment dans les conseils d'administration. Madame Sablon, vous avez fait, par votre exposition, un bel exemple. C'est important parce qu'il y a des dames qui veulent s'impliquer, mais qui ne voient pas comment, qui ne voient pas où s'impliquer. Ça, c'est des exemples à suivre, c'est sûr et certain. Desjardins, cette année, nous, à la Caisse, on a plus de dames qui veulent être élues que d'hommes. Et ça, c'est intéressant. On s'attend d'avoir de la parité sur notre conseil d'administration. Moi, chaque fois que j'ai été sur un conseil d'administration, j'ai toujours milité, quand il y a un poste qui se libérait, j'ai toujours milité pour qu'il y ait une femme qui prenne place au conseil d'administration. Donc, dans les instances décisionnelles, qu'il y ait plus de femmes élues, qu'il y ait plus de femmes qui s'imposent pour tranquillement changer, puis apporter notre couleur à la collectivité. C'est un peu le but derrière tout votre travail de ce projet-là. Tout à fait. C'est un peu le but, tout à fait. Ici, il y a beaucoup plus de mouvements pour permettre aux femmes, ne serait-ce que tout ce qui touche les femmes en politique, il y a beaucoup de mouvements pour aider les femmes à prendre confiance en elles. Puis je vous dirais que comme conseillère municipale, souvent on pense que tu sais, pour être conseillère municipale, il faut que tu connaisses tout. C'est complètement faux. Parce qu'autour d'une table, il y a des gens qui sont excellents dans différents domaines. Alors, il faut accepter de ne pas tout connaître et accepter de partager avec les hommes, avec les gars. Et puis ça fait un bon équilibre. Soulignons que les témoignages des 4 femmes sont publiés sur la page Facebook de CJSR. Suzy Paquette, maintenant de Donnacona, a écrit une pièce de théâtre féministe qu'elle a intitulée « Celle-là ».
qui brosse le portrait de la lutte des femmes du Big Bang à aujourd'hui. La pièce sera présentée ce printemps à Cap-Santé et ailleurs dans la région au profit d'organismes d'aide aux femmes dans Portneuf. Écoutons son invitation. Bonjour, mon nom est Suzy Paquette de Donnacona et il me fait plaisir de vous parler dans le cadre de la Journée internationale des femmes de la pièce que j'ai écrite et qui s'intitule « Celle-là ». Elle sera interprétée par 22 comédiennes issues de 11 municipalités du comté de Portneuf et elle relatera la vie des femmes du Big Bang à venir aujourd'hui et plus précisément à compter de 1954. En tableau, elles vous montreront que les femmes, qu'elles soient connues, reconnues ou pure inconnues, ont fait avancer la société par leurs petits pas et leurs petits gestes. Les recettes de nos productions iront directement aux organismes pour les femmes, Maison Miripi et Centre Femmes. Nous avons commencé à pratiquer au mois d'août pour la présenter le 8 de mars, mais pandémie oblige, alors elle sera présentée en mai. La première sera le 6 de mai et nous jouerons plusieurs fins de semaine à la salle Albert Fortier de Cap-Santé. Lors de la première, le billet sera 10 $ de plus et ira directement à ces deux organismes. J'ai toujours été féministe et dans ces années difficiles, je trouvais qu'il fallait faire un petit quelque chose de plus pour les femmes dans le besoin chez nous. Étant donné que le médium du théâtre m'intéresse beaucoup, j'ai décidé de monter une pièce et que les recettes serviraient à aider les organismes qui travaillent auprès des femmes dans le comté de Portneuf. Ce sont vraiment la vie des femmes par leurs petits gestes, leurs petits pas, leur quotidien, leurs discussions entre elles, leur prise de position ont fait avancer les choses. Le club de hockey senior, le Métal Perreault de Donnacona, a terminé sa saison régulière par une victoire de 5-4 contre les Bisons de Granby et devant une foule de 438 spectateurs vendredi soir dernier, le 4 mars, à l'Arena de Donnacona. Le club termine avec une fiche de 7 victoires et 13 défaites, dont 4 défaites en prolongation pour un total de 18 points. Le Métal Perreault de Donnacona termine au 5e rang de la Ligue de hockey senior 3A et débutera la première ronde des séries éliminatoires en Formule 3-5 en affrontant les Loups de la qui ont terminé au deuxième rang du classement. La première partie locale de la série se tiendra ce samedi 12 mars à 20h à l'Arena de Donnacona. Un 6-8 animé est prévu dans le hall d'entrée de l'Arena de Donnacona avec le groupe Duo M. La 18e édition du Festival de films pour l'environnement se tiendra du 21 au 30 avril prochain à Saint-Casimir et sur sa plateforme Vimeo. L'organisation lance son appel de candidature de films d'ici le 23 mars. La sélection officielle sera connue le lundi 7 avril. Toute production, documentaire, fiction, animation, expérimentale, docu-fiction ou documentaire doit avoir été produite avant le 1er janvier 2017. Le film en français doit avoir un rapport avec le thème de l'environnement. On parle d'écologie, développement durable, nature, société, humanité, biodiversité, pollution, consommation et autres. Le film peut être exploité commercialement au Québec et il est possible pour un auteur-réalisateur de présenter plusieurs films. Le choix sera déterminé par le comité de sélection du festival qui déterminera aussi les dates et les heures de projection et de diffusion. La présidente du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, le CIUS, de la capitale nationale, Mme Monique Carrière, annonce la nomination de M. Guy Thibodeau à titre de président-directeur général de l'établissement à compter du 1er avril prochain. M. Thibodeau, qui agissait comme PDG adjoint depuis 2015, prend la relève de Michel Delamarre, PDG depuis les 7 dernières années. La distillerie Ubalde à Saint-Ubalde se distingue sur la scène internationale après moins d'un an d'opération. L'entreprise a remporté un total de 5 prix, dont le Best in Class au Craft Spirits Berlin Awards en 2022, qui a eu lieu le 4 mars dernier à Berlin. La grande gagnante, la vodka Route 363 à la patate, a mérité la médaille d'or dans sa catégorie, en plus du prestigieux prix Best in Class remis au meilleur produits à l'intérieur d'une même catégorie de spiritueux.
Et en terminant, signe que le printemps n'est plus très loin, on doit avancer l'heure dans la nuit de ce samedi à dimanche 12 et 13 mars. Ce changement d'heure nous fera perdre 1 heure, car à 2 heures du matin dimanche, il sera en fait 3 heures. Mais en contrepartie, nous gagnerons en clarté à tous les soirs. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci Charles, Aubert, Tony, Suzy, Lise, Carole, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images d'une pratique de théâtre avec Suzy Paquette et ses comédiens. Bonne semaine.